Bonjour à tous et bienvenue sur le live hebdomadaire de Scrum Life. Cette semaine, on a sorti une vidéo avec en invité Alban Véron, qui justement nous a participé ses expériences, son expertise, ses conseils autour du sujet du syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance puisque en plus, elle est là aussi avec moi, avec nous, pour faire le live. Donc, on va en profiter. Donc, comme chaque semaine, c'est le jeudi de 13h à 14h. On continue de parler du sujet de la semaine et surtout de vous aussi de vous donner le micro. Il ne faudra pas hésiter à nous rejoindre. Du coup, bonjour Alban. Hello, bonjour à tous et à toutes. Je suis super contente d'être là en live. Eh ben, je pense qu'on est tous super contents que tu sois là, justement. Et puis, alors ça, c'est forcément au début, ça va se remplir petit à petit. Alors oui, alors du coup, hier c'était la Toussaint, avant-hier c'était Halloween. Du coup, voilà, donc moi je suis venu avec mon incroyable déguisement. Je ne sais pas si je dois vous dire ce que c'est. Voilà, vous voyez, c'est un animal qui se roule en boule. Voilà, c'est un pangolin. Ça fait très très peur pour Halloween, le pangolin. Voilà. N'hésitez pas à venir habiller derrière votre clavier. Alors Alban, comment Je as-tu vécu cette reprends. expérience? C'était cool, non? Ah bah oui, trop trop bien. Moi, je suis très très contente. Moi, je suis pas déguisée, je suis malade, donc je suis C'est déguisée pas grave. en En maladie. Ça zombie? marche aussi. Ça marche aussi. Et bah oui, là, je vois il y a plein de monde. Il y a des personnes qui font coucou. Alors, j'essaie de répondre en même temps, mais je réponds sur mon téléphone pour essayer de tout suivre. Mais parle-leur directement. Il y a eu beaucoup de commentaires hein, sur la vidéo. Elle a bien résonné finalement. Beaucoup de gens ont partagé leur expérience, leurs aventures ou plutôt leurs mésaventures. Bah, c'est rarement gay. Ah, il y a plein d'apprentissage dedans aussi. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui ont aussi partagé le fait de ce qu'elles apprenaient avec ces expériences-là. Il y a des deux. Ah ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, alors je vais remettre dans les différents espaces de commentaires le lien si jamais vous voulez nous rejoindre pour aller réagir avec nous directement, poser des questions euh, ou, euh, euh, ou juste dire tout le bien que vous pensez d'Alban à Alban, justement. L'événement n'a pas encore démarré sur LinkedIn. Je vais peut-être recharger la page. Ça, c'est pas. Oui, si le live a démarré sur LinkedIn. Donc, on est bon. Ça roule. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions ou autres dans les commentaires des sujets? En tout cas, le costume de la maladie, visiblement, ça marche, ça fait peur, on m'a dit. Ah, c'est ce que nous dit Johan. Oui. Ah, bah, écoute, non, là, pour l'instant, tout le monde se dit bonjour. Parce que ça fait très content d'être là avec vous. Et est-ce que. Est-ce que. Il y avait des choses en plus. Alors, on peut aussi faire le tour des commentaires. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait rajouter Alors, c'est vrai que. Alors, au final, on n'en a pas beaucoup parlé pendant l'interview. Ça a plutôt fini dans la vignette. Hein, mais voilà, sur le fait que. Oui, moi, je me considère aussi être sujet au syndrome de l'imposteur. Donc, c'est vrai qu'effectivement, comme tout le monde, je me soigne. Et, euh, et moi, effectivement, j'ai pas de mur des victoires, mais j'ai tous les messages d'encouragement que je peux recevoir autour de Scrum Life. Donc, effectivement, moi, ce que j'aime bien dire, c'est l'important, c'est pas ce qu'on pense, mais ce qu'on voit dans les yeux des autres, comment eux nous perçoivent. Ah, c'est Tant qu'on nous intéressant ce que perçoit tu bien, dis. faut continuer, quoi. C'est intéressant parce que comment les autres te perçoivent, il y a déjà pas mal de filtres supplémentaires. Parce que ce qu'ils perçoivent, c'est déjà par rapport à leur propre système de valeurs et de croyances. Et ce que tu perçois qu'ils te perçoivent, tu as déjà pas mal de changements de données dans tout ça. Mais tu sais, c'est cette fameuse, parfois, bon, c'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut, de dire, bah, il faut continuer malgré que tu te sens imposteur, et puis au bout d'un moment, tu continueras comme si de rien n'était. C'est un peu ça dans le sens où, bah, si tout le monde me dit que c'est bien ce que je fais, ben, faisons comme si c'était bien, même si je pense que c'est mal. Et comment est-ce que tu vas justement chercher la perception des autres de toi?
Bah là, si on parle de Scrum Life ou autre, du coup, il y a une forme de rayonnement. Donc, c'est aussi les feedbacks qu'on a au quotidien avec les personnes, les échanges LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, etc. En favorisant bien sûr les échanges quali plutôt que quanti, puisque le quanti, on va vite tomber dans les vanity metrics de YouTube, de combien il y a de pouces ou machin, etc. Mais voilà, oui, ça en fait. Continuez de mettre des Mais commentaires oui, et autres qui et nous je vois disent c'est aussi en bien ce que vous commentaire faites. justement l'atelier sur la fenêtre de Johari. Et je trouve que c'est un super exercice en effet là, qui a été proposé. Je trouve que c'est intéressant parce que la fenêtre de Johari, elle permet d'avoir. Alors il y a toujours il y a un Saurais des cadres où expliquer on ne ce sait que pas ce c'est? qu'il y a dedans. C'est C'est quoi? un Moi, je connais pas. exercice. Alors, je le connais pas par cœur, hein. Mais c'est un exercice, parfois on l'utilise en coaching aussi. Il y a 4 catégories dedans et ça permet. Alors, ça peut être utilisé de plusieurs manières parce que je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent aussi pour côté management. Mais en coaching, la manière dont on peut l'utiliser, c'est un outil qui permet de mieux se connaître. Du coup, il y a une partie qui est de la zone publique, donc c'est tout ce que nous, on met sur la zone publique, notre prénom, potentiellement notre âge, notre métier, etc. Donc c'est ce que nous, on connaît de nous et que les autres connaissent également. Après, il y a une autre zone qui est notre zone privée, qui en gros est la partie, ce que nous, on connaît de nous, mais qu'on n'expose pas forcément aux autres, ou voilà, ou une partie très restreinte. Et il y a une partie, c'est une sorte de zone que nous, on ne connaît pas, mais que les autres ont. Et c'est là où justement, on Hmm. peut aller demander à des personnes quelle perception elles ont de nous. Alors, il y a plusieurs manières de poser la question, pour en fait aussi découvrir un peu des zones aveugles. Voilà. Et il y a une dernière zone, c'est ce qu'on ne sait pas de nous et que les autres non plus ne savent pas de nous. Donc voilà, peut-être des talents qu'on ne connaît pas encore, des parties de notre personnalité, je ne sais pas, qui vont se déployer, se dévoiler au cours de notre vie. Voilà, donc c'est un exercice qui peut être fait et en effet qui est intéressant pour avoir du feedback. Hmm. Demander, oui, quelle vision les personnes ont de nous. Parfois, voilà, je sais que je l'ai déjà proposé cet exercice en coaching. Il y a une personne qui avait envoyé par mail, qui avait demandé et qui avait reçu mais des retours très construits. Et ça l'avait beaucoup touché d'ailleurs, parce que parfois il y a des choses qu'on ne voit pas de nous-mêmes, qui sont très intéressantes. Hmm. Bon, du coup, oui, Eric se moque. C'est Eric qui est derrière le compte du Sprinkler. Voilà. Je suis clairement un imposteur. Alban le résume mieux que moi. Ouais, c'est Bon, Saturnino qui me l'a fait connaître, cet outil. Voilà, comme ça je redonne. super. C'est génial. Alors, on a Mathieu dans la salle. J'espère qu'on va le faire monter sur scène. J'espère qu'il est prêt. Parce que parfois, les gens cliquent sur le lien sans vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire derrière. Hop là. Mathieu, si tu es là avec nous, n'hésite pas à prendre le micro et à nous dire que tu es là et est-ce que tu voulais nous partager. Et voilà. Et en attendant, on va continuer. Je vois une remarque aussi sur les équipes. Vas-y. Il dit ça marche dans les équipes saines où les gens jouent le jeu. Alors moi, je ne l'ai jamais fait en effet dans des équipes. C'était plus sur du coaching pro, donc des personnes qui allaient demander, alors en effet un peu Hmm. autour d'elles dans le pro, mais aussi beaucoup dans le perso. C'est vrai que si on le fait dans une équipe, après, on en vient aussi à tout ce qui est le feedback 360. Et en effet, il faut aussi ce qu'on appelle la sécurité psychologique. On y revient toujours hein, à la sûreté psychologique. Hein. Ça, ma foi, c'est aussi comme on aime bien dire, ça fait partie de ces sujets qui sont à la fois fondamentaux, c'est un peu la base, mais en même temps, enfin la base d'une équipe qui va marcher, la santé psychologique ou d'une organisation autre. Par contre, c'est très compliqué de commencer à former quelqu'un à un métier d'accompagnement au type Scrum Master et compagnie, de commencer par ça, alors que c'est par là qu'il faut commencer, on va dire, une fois qu'on est dans l'action, quoi. Mm. Je suis d'accord. Là, je vois plein de personnes qui me disent bonjour aussi. J'ai envie de dire bonjour à tout le monde, mais... Vas-y, mais on peut les mettre, hein. Écoute, faut pas, on est là pour se Ah, je sais retrouver, même pas pour échanger. combien on est. Est-ce que si tu vois un message sur lequel tu veux rebondir, on peut le mettre. Alors Maxime d'ailleurs nous disait aussi, donc la perception des autres est intéressante si elle fait partie de nos motivateurs intrinsèques. Ça c'est vrai aussi. On n'a pas tous la même, on retire pas, je sais pas, enfin, oui, enfin on n'a pas tous les mêmes choses qui nous motivent quoi. Oui, c'est une super bonne remarque et c'est pour ça que je rebondissais sur ce que tu évoquais tout à l'heure sur aller chercher le feedback des autres parce qu'il y a aussi
quand on donne un feedback, on parle de nous et pas de l'autre. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc quand on vient chercher en fait la perception des autres, c'est par rapport à leur propre filtre. Oui, et ça, c'est vrai que ça fait aussi partie des choses que quand on commence à s'exposer un peu publiquement, bon, ça commence en faisant des confs, hein, ce genre de choses-là, des confs, des meet-up. Et c'est vrai que on apprend aussi à filtrer les feedbacks qu'on nous donne. Ils sont pas tous à prendre à la lettre. Enfin, le classique, hein, c'est t'as plein de personnes qui te disent tous c'est génial. Il y a une personne qui te dit ouais, bah, bof, j'ai rien appris ou ça aurait pu être mieux. Et alors là, il y a le monde entier qui s'efface et il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ce commentaire. Ah, mais on a des biais, hein, et notre cerveau, il aime bien focus aussi sur ces sujets-là. Donc, et puis il suffit, pareil, hein, qu'il y a un syndrome de l'imposteur ou un élément sur la confiance en soi, et c'est bon, notre cerveau, il va hop, directement sauter sur ce sujet-là et se dire bon bah du coup ça va pas apporter de valeur ou ça va pas plus. On peut vite perdre en effet le reste. Ouais. Après, je sais que quand je raconte cette histoire, moi j'ai un exemple très précis en tête, mais il y a aussi que finalement, ce qu'articule la personne, c'était exactement ce que je pensais moi-même de ma conf. Et, Ça fait un écho alors. donc, il faut aussi prendre du recul, être conscient du contexte qu'on fait et que quand on fait quelque chose pour d'autres personnes ou pour un certain public, bah c'est pas nous justement. Et donc, tu vois, c'est quelque chose que tu peux trouver nul ou bateau ou qui fait rien apprendre. Bon, déjà, encore heureux que tu expliques un truc que tu connaisses, donc c'est un peu bizarre ce que je dis, mais tu vois, et te dire, bon, on va pas très loin, c'est juste une initiation, on est en surface, mais ça veut. C'est ce qu'on ressent, mais c'est pas pour autant qu'en face, ça ne génère pas ce que les personnes attendent, quoi. Donc, faut Totalement. s'aligner. Comme souvent, faut s'aligner. Xav nous dit le fait de pouvoir être évalué à l'inverse d'évaluer son équipe, ça rajoute du lien, de la transparence et remise en cause. Oui, quand l'évaluation est dans les deux sens. Oui, c'est une Enfin, 360, je suppose qu'on évoquait. Après, sur ce sujet-là, bah, on revient hein, sur la sécurité psychologique. C'est vrai que s'il y a déjà des dysfonctionnements, ça peut être difficile de mettre ça en place de premier abord. Enfin, en tout cas, il faut le faire correctement. Et il y a aussi la culture du feedback. Parce que, ben, mhm, justement, d'avoir conscience. Alors, peut-être que pas tout le monde sera d'accord avec moi, hein, mais pour moi, quand on donne un feedback, on parle de nous. Même si c'est pour faire évoluer la personne en face, les éléments sur lesquels on dit du feedback, c'est des éléments qui nous importent. Par exemple, une personne qui va dire ah bah c'était pile le timing ou des choses comme ça, c'est parce que le timing va lui mhm. importer ou ce genre de choses. Donc ça parle de nous. Donc déjà, il faut avoir conscience de ça et que ce qu'on reproche aux autres, bah, ça peut être par rapport à nos propres besoins qui vont pas être Oui. peut-être les mêmes que d'autres. Donc pour moi, pour mettre ça en place, en effet, il y a quand même cette partie de comprendre ce qu'est un feedback et comment on peut mettre du feedback et notre posture. Quand je donne un feedback, c'est quoi mon intention? Dans quel Oui. état d'esprit je suis? Parce qu'il y a plein de feedbacks qui sont un peu, pour moi, des faux feedbacks, qui sont soit des ordres Ouais. déguisés, soit des Ou choses je comme veux ça. juste m'exprimer. J'ai juste besoin d'exister moi-même, plus que t'aider à grandir. Et effectivement, et du coup, il y a du coup dans ce monde de comment avoir une culture du feedback, bah, du coup, il y a des moments qui travaillent plus sur le fait de bien solliciter du feedback plutôt que de bien le donner, puisqu'entre guillemets, c'est plus facile de travailler à son niveau sur comment on demande du feedback que de travailler sur la terre entière sur comment il nous donne du feedback. Et là aussi, on revient, donc c'est très important d'articuler qu'est-ce qu'on veut comme type de feedback. Il y a plusieurs catégories de feedback. Est-ce que c'est juger le travail? Est-ce que c'est juger la manière dont je l'ai amené? Ou ainsi de suite. Et donc forcément, ça aide aussi à avoir du bon feedback quand on est plus précis sur ce qu'on veut avoir. Pas en termes de est-ce que c'est bien ou mal, mais en termes de sur tel sujet ou sur telle échelle ou dans quel but, quoi. Bah, c'est ça, dans quel but? L'intention, même quand on demande du feedback, c'est intéressant aussi. Est-ce que j'ai besoin de me rassurer? Est-ce que c'est vraiment de l'amélioration continue? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça Mm. aussi. Parfois, on a besoin d'être rassuré et c'est OK hein, de poser des Oui, questions pour ça. Je vois qu'il y avait oui, des ou. précisions aussi. Ah bah Pardon, vas-y. excuse-moi. Je t'ai coupé. Non, Parce non, que je non. voyais sur la perception des autres, il y a des personnes qui évoquaient des biais.
Alors oui, Et Garance nous j'étais dit, curieuse. je trouve cette idée de la perception je trouve que cette idée de la perception des autres génère un biais malsain, et il explique dans un autre message, la perception des autres génère un biais. Un coup, je fais un super mandat, l'équipe me fait un retour positif. 2 mois plus tard, le mandat qui vire mal, et là, tout fout le camp. J'ai pas très bien compris. Moi non plus. Mais je pense qu'en fait, effectivement, enfin, on est aussi très influencé par le contexte où on est. Quand ça se passe bien, on va pas dire la même chose. Quand ça se passe mal, même si c'est pas lié directement à la chose sur laquelle on donne le feedback. Bon, Garance, n'hésite pas à reformuler ou à venir parler directement. On sait que tu es un habitué, tu viens souvent. Tu sauras mieux nous l'expliquer. Tu voulais peut-être celui de Maxime ou lequel? Attends, ça a évolué entre-temps. Ah, bah, Oui, il y c'est avait les deux vif. motivateurs oui, qui ont été évoqués par Maxime. Il y avait aussi Saturnino qui évoquait les éléments positifs aussi de mettre ça en place, donc le lien, la confiance. Euh, Ça, c'est intéressant. Et la remarque sur le feedback qui peut être un cadeau qu'on fait à l'autre. Oui, et j'ai envie de dire oui, et pas toujours suivant son intention, justement. Je trouve que c'est intéressant de checker avant de donner un feedback, quelle est mon intention. Parce que parfois, ça peut être aussi juste une critique déguisée sur certains éléments, ou parfois, on peut voir en entreprise, alors, je dis bien parfois, hein, des personnes qui vont utiliser le feedback pour en fait pour faire des demandes derrière, et que si la personne ne le fait pas, et ben ça va être mal pris. Alors qu'un feedback de base, justement, c'est Oui, un oui. cadeau qu'on fait à l'autre, et la personne fait le choix de le prendre ou pas, d'adapter les choses ou pas. Mais c'est pas toujours vu comme ça. Oui, oui, bah oui. Alors je vois justement, suite à mon invitation, Garance est venu. Donc bah, il va pouvoir Super. échanger directement. Hop. Ouh. Bonjour. Ouais, ton micro Bonjour. sature, hein. N'hésite pas à le baisser un petit peu. Ah, Ah, je vais voir attends, je vais voir ce que je peux. je vais le faire moi-même de mon côté, sinon, mais... Vas-y, parce que j'ai mal à ce matin avec le micro. Alors vas-y, parle un peu. Là, c'est bon? Ouais, C'est bah mieux disons que tu déjà. satures toujours, ça fait moche, mais en tout cas c'est moins fort. Mais Désolé. vas-y. Désolé. Ce que je disais sur l'histoire du feedback, déjà, ça va dépendre de la culture dans laquelle vous êtes. En France, des feedbacks, c'est quelque chose qui nous est normal. Je suis dans notre pays en ce moment, c'est pas du tout la même culture de feedback. Et donc déjà, ça va changer totalement d'un point à l'autre. Et en tant que Scrum Master, on est aussi confronté à des fois des mandats qui se passent bien pour des facteurs extérieurs à simplement notre intervention. Et on sort d'un mandat où ça se passe merveilleusement bien, on a des super feedbacks, franchement, tu nous as beaucoup apporté cela, on est super heureux. 3 mois plus tard, on repart tous sur une nouvelle équipe, nouveau mandat, et là, tout fout le camp pour 50 raisons. Peut-être qu'on a fait, ça n'a rien à voir. Et alors là, c'est les pires feedbacks au monde. Et là, on se dit, ben en fait, je peux vous assurer que 3 mois, les super feedbacks d'il y a 3 mois, ils sont oubliés. C'est fini, c'est tout pour le camp. De toute façon, je suis nul, je suis un imposteur. Quand on revoit en plus les compétences qu'on attend d'un Scrum Master sur GetScrum.org, dans ses traits de caractère, il y a cette humilité qui fait qu'en fait, on a vite tendance à se dire, de toute façon, c'est bien passé la dernière fois, c'est parce que l'équipe était top. Au fond, j'ai fait qu'accompagner ce qui était bien. Et inversement, ben, là, il avait besoin de moi, il était nul, la preuve, ben, on s'en est pas sorti. Donc, non, c'est le coup de feedback des autres, c'est très relatif. Oui, je pense que c'est un peu ce qu'on évoquait. En effet, d'une part, c'est relatif et ça dépend du contexte. Là, ce que j'entends, c'est une personne qui a un feedback de plein d'autres personnes, donc Mm. c'est pas la même posture aussi que quand on va demander un feedback en one-to-one ou ce genre de choses-là. Oui, pardon, vas-y. Mais non, tu pouvais finir, hein. Ah, d'accord, je, je- je prends la main il y a après. ça et j'entends aussi le côté de prendre, enfin, il y a des choses qu'on prend personnellement et là, j'entends que c'est potentiellement pour des équipes avec des facteurs extérieurs qui ne dépendent pas de nous Mm. et que parfois, il faut aussi Oui. pouvoir prendre cette distance-là par rapport à ça et de voir bah, quels éléments extérieurs sont intervenus et comment peut-être on peut Il y voilà, a des prendre éléments, ça. il y a des éléments extérieurs, puis à un moment, même en tant que Scrum Master, moi j'estime qu'il y a des choses sur lesquelles, ben, oui, j'ai été responsable sur ce qu'on a pu faire. Puis il y a des choses sur lesquelles, ben non, j'aurais pas la main, et puis j'accepte de ne pas avoir la main sur ces éléments-là.
Des fois, quand j'accompagne un client, il va faire des conneries, et puis c'est un grand garçon, et moi je peux l'accompagner dans ces conneries, dans la mesure où ça lui permet d'apprendre, mais ça suppose que c'est une connerie à un moment. Et le feedback, il sera pas forcément bon, malheureusement, une fois qu'il aura fait sa connerie, qu'il aura bien tapé bien pour le mur. Et voilà, c'est comme ça. Dans tout ce que tu expliques, il y a aussi la différence entre, tu sais, c'est un peu obligation de moyens versus obligation de résultat aussi, toi. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux te retrouver dans une situation où tu as fait de ton mieux, tu as fait ton maximum, voire même Mhm. tu as fait les bonnes choses, mais les vrais indicateurs qui nous intéressent, eux, sont quand même mauvais. Et donc, effectivement, mais on en revient aussi sur comment on sollicite du feedback, Mhm. justement, sur quoi on veut avoir ça, quoi. Mm. Ah Et bah, est-ce que... vous avez des contextes de marché qui font que des fois, vous pouvez aller à 2 mois de différence. Vos indicateurs, vous êtes venu sur un mandat avec des objectifs clairs et à 2 mois, tout se passait super. D'ailleurs, les résultats sont reconnus par le client. Et 2 mois plus tard, alors que les résultats sont toujours reconnus par le client, le mandat qui a viré en autre boudin pour des facteurs extérieurs. Et vous regardez ça, vous dites, oui, mais attendez, j'ai livré ce que vous attendiez que je livre, là, non? Ouais, mais non, mais c'est-à-dire que, d'ailleurs, les feedbacks sont pas bons. Mais quelle était, justement, dans ces feedbacks, quelle était la recherche? Et c'est peut-être là aussi comment ils ont été demandés, et est-ce que les personnes qui donnent ces feedbacks ont conscience justement de l'intention et de l'objectif derrière. C'est ça aussi la culture du feedback, pour Oui, moi, elle va dans les deux sens. Et c'est pas facile parce qu'on n'est pas formé spécialement à donner du feedback, ni en recevoir d'ailleurs. mais le feedback est toujours très particulier, c'est toujours quelque chose qui est très spécifique. En plus, on travaille en IT, des gens qui ne sont pas forcément naturellement prompts et disponibles pour les questions sociales, et on leur demande de faire du feedback de qualité. Avec pas forcément des cultures en plus entourantes qui sont pro-feedback. Euh, des fois, ça aide pas, hein. Mm. Si on met tous ces éléments contextuels bout à bout, c'est bizarre, ça donne pas les bons résultats, hein. Et c'est pour ça que je pense que c'est des choses qui peuvent être apportées à la culture alors, des équipes ou peut-être plus largement. Je sais que pour ma part, quand j'accompagne des équipes, en général, la culture du feedback, voilà, ça en fait partie et j'essaie d'accompagner au moins sur les bases Ouais. et des éléments dedans. Et après, Ah, j'ai peut-être trop ma casquette de coach pro qui prend le dessus, mais j'aime vraiment parler On a de chacun notre style l'intention. après, hein. On Oui, a chacun voilà, notre style d'accompagnement. mais, c'est vraiment de mais les relier à leurs émotions, à leurs intentions et à leurs besoins. mais je comprends tout à fait ça, puis ça va dépendre aussi, mais ça dépend aussi de ton équipe, de la culture dans laquelle elle s'intègre, puis aussi du territoire dans lequel tu es. Moi, Sûr. je suis parti au Québec il y a quelques mois. Ouais, la culture du feedback n'est pas naturelle au Québec. C'est quelque chose qui est comme ça, c'est pas grave, mais c'est pas quelque chose qui est naturel. Et généralement, c'est un de mes collègues qui s'était amusé lors d'une rétrospective à tenter de faire un sociogramme par ses équipes. Ça a été un grand moment de vide, très douloureux, mais en même temps, il s'est rendu compte à ce moment-là que c'était pas dans la culture. Et on en apprend, on découvre, on se forme à ces questions-là, et puis ça fait partie aussi des Ouais. découvertes. Mais voilà, faut être capable aussi d'accepter ça. Et ouais, la culture de feedback, on peut accompagner à à certaines mesures, mais on ne fera pas non plus des miracles non plus à ce niveau-là. C'est juste on peut aller vers du mieux, je pense. Et d'ailleurs, Ah, oui. c'est nécessaire, des fois. Et je voyais qu'il y avait aussi une question de Saturnina enfin, sur le feedback en sandwich. Ouais. Qui est très Voilà. américain pour le coup. Personnellement, pour moi, c'est un des no-go dessus. Enfin, quand je parle de culture du feedback, justement, j'essaie de dire que c'est, à mon sens, une mauvaise pratique. Après, chaque personne est différente, mais enfin, les personnes s'en rendent compte. Et moi, j'ai déjà vécu du feedback en sandwich aussi. Et notre cerveau, de toute manière, va se focaliser sur le reste. Donc, c'est plus pour enrober le truc. Et Alors, je trouve pas que. Enfin, personnellement, je recommande pas de l'utiliser. alors, Maxime demande peut-être en résumé, parce qu'il a le droit de ne pas connaître, c'est quoi le feedback sandwich?
Feedback sandwich, c'est quand on dit on va commencer par un compliment, mais, et déjà on évite de mettre le mais, parce que ça annule tout ce qu'il y a eu avant. Là, on met l'élément qui ne nous convenait pas, et après on retermine par un compliment. Et les gens s'en rendent compte. Hein. Mais honnêtement, partez du principe que les personnes autour de vous ne sont pas bêtes. Et oui, alors, effectivement, Elodie est d'accord là-dessus, mais je sais pas, je pense qu'il y a une part quand même de culture. Enfin, tu vois, le conseil C'est- de faire des trucs ouais, c'est peut-être ce que veut dire Garance. J'ai l'impression qu'outre-Atlantique, c'est le genre de conseil qui te donne que chez nous, effectivement. Et puis même, c'est une pratique, c'est-à-dire que des fois, en tant que Scrum Master, vous allez comprendre ce qui se passe dans une équipe, des fois, on a des micro-storming qui se mettent en place, et on dit maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau joueur qui vient d'arriver dans l'équipe, et comment ça se passe bien, ou pas, et euh, d'un seul coup, on a, ah oui, il est très sympathique, très ceci, très cela, et puis il y a un mec qui se glisse quelque part. Généralement, moi, en tant que Scrum Master, j'arrive, je dis, attends, excuse-moi, je suis français, donc le coup du muffin, là, j'ai du mal, je comprends pas, t'es pas digeste, je l'avale pas. Viens le positif, dis, garde-moi que la confiture, quoi. Et là, d'un seul coup, il me dit, ouais, mais en fait, non, il est nul. Et là, d'un seul coup, on comprend ce qui se passe, on est vraiment dans... Mais parce que culturellement, en Amérique du Nord, c'est un truc qu'on fait très, très normalement, on apprend aux enfants très jeunes à l'école que quand je dis quelque chose à l'autre, ça va être positif. Et si je leur dis que ça doit être positif, ben, est-ce que j'ai le droit de dire que le joueur qui vient d'arriver dans l'équipe est totalement incapable sur le framework? Et pourtant, c'est une réalité que je vais avoir. Ouais. Écoute, si ça te dérange pas, Garance, je te propose de sortir. Hésite pas à corriger quand même ton micro. Parce Ouais, que je vais essayer j'avais de regarder l'exception, ça. mais il Je sature, du coup, ça reste quand même un peu désagréable. Désolé. Bah écoute, à bientôt quand même, ça fait toujours plaisir de te voir. Allez, bye bye. Hop, On a pas mal de sujets qui sont arrivés en parallèle. ça Selon, fait on est en train de réagir. faire un live sur le feedback au final. Bah, Euh, c'est en lien, hein. oui, oui, oui. On a deux questions. Il y en a une encore sur le feedback. Il y en a une aussi sur le lien entre l'imposteur et la procrastination. Peut-être qu'on peut prendre la dernière question feedback Mais oui, et c'est aller sur... laquelle? Mathieu, je crois, la recherche de feedback doit-elle être ponctuelle, typiquement au moment du bilan, qu'on a des doutes, ou récurrente? C'est une question intéressante. Je la vois pas, il y a longtemps. À 13h21. 13h21, ah bah ça va m'aider, effectivement, le timestamp, c'est vrai. Mathieu Balm, la recherche de feedback Yes. doit-elle être ponctuelle? Oui, effectivement, très bonne question. C'est une Est-ce question que difficile en c'est... plus. Est-ce que ça arrive de temps en temps, quand on en a besoin, quand on a un doute, quand on fait un bilan, ou est-ce que ça va être tout le temps? Et dans ce cas-là, comment on fait? À quelle fréquence? Vas-y, Alban, à toi. Du coup, j'ai gagné la question. En fait, pour moi, ça dépend bien sûr du contexte. Là, je suppose que c'est plutôt dans un contexte professionnel, de ce que j'entends. Je pense que ça dépend vraiment des besoins de chaque personne. Je trouve que c'est très pertinent, en effet, d'avoir du feedback, je dirais plutôt quand même récurrent et pas qu'à un seul moment, parce que ben, c'est comme en agilité, hein, les boucles de feedback, ça permet de s'améliorer tout le temps. Et si on demande à la toute fin, je me dis qu'il y avait peut-être des choses qu'on pouvait ajuster. Et en fait, du coup, on le saura un peu tard. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, alors il y a ça, et moi je ferai le lien avec l'échange qu'on vient d'avoir sur le feedback sandwich. C'est-à-dire que si on dit les choses quand ça se passe bien, c'est ok, tu vois, si tu alternes, parce que tantôt tu as des choses positives à dire et tu les dis, tantôt des choses négatives à dire, tu les dis, ça a cet effet-là qui est plutôt réparti dans la durée, mais aussi parce que surtout ils sont pas bullshit. Ça. Je pense qu'il y a de ça aussi, si tu fais un vrai feedback sandwich, où la croûte du sandwich, il est vrai aussi, et que c'est pas juste de l'enrobage parce qu'on n'ose pas dire les choses. Donc souvent, ça peut aussi amener à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème à se dire les choses difficiles quand aussi régulièrement on dit quand les choses vont bien. Que si les seuls moments où on se parle, c'est parce qu'il y a un problème, forcément déjà la personne, elle va se crisper en fait, dès qu'on va la voir, parce que les gens le savent, quoi. C'est ok, ah, ça me tombe dessus. C'est la seule fois où mon chef me parle, c'est que je vais me prendre une claque. Mais c'est là où aussi il y a toute la culture du feedback, ça dépend comment on le fait. Quand on donne du feedback, on essaie de parler à je et pas à tu. J'aime bien les gens qui disent le tu. Mais voilà, c'est pareil, c'est ce qu'on voit aussi en CNV de toute manière. Donc c'est parce que, encore une fois, le feedback, c'est notre perception à nous, avec nos besoins, nos attentes, etc. Donc en effet, je suis tout à Oui. fait d'accord sur le fait que le feedback, c'est pas que du positif, que du négatif. Et encore une fois,
Ça dépend ce qu'on met derrière positif et négatif, parce que normalement, quand on donne du feedback, l'objectif, c'est de pouvoir évoluer. C'est pas un jugement de valeur. Sinon, c'est pas un feedback, c'est un jugement. Et après, il y a des personnes qui viennent chercher du jugement, c'est OK aussi, hein, enfin, qui viennent chercher une critique. Et voilà, d'où la question de l'intention. Et en effet, moi, je serais plutôt partisane du fait que ce soit plutôt récurrent. Après, à quelle fréquence, pour moi, ça dépend vraiment des personnes, du contexte. Et quand une culture du feedback se met en place, ça devient plus fluide, en fait. Vraiment, quand il y a une forme de culture dans toute l'équipe, typiquement, on va célébrer les réussites et on va être en capacité de dire ce qui ne nous convient pas. Et c'est vrai que, là, je vais parler de ma vision, hein, qui est personnelle, mais je vois souvent chez mes clients que parfois, il y a des équipes qui ont du mal justement avec cette culture du feedback et du coup, qui utilisent des coachs pour le faire. Donc, on devient une sorte de... on rentre dans le Messager, système. l'intermédiaire. Voilà, c'est ça. Et alors, avec nous, d'un coup, on a tous les feedbacks de la planète et tout ça. Par contre, ils n'arrivent pas à se le dire entre eux, dans l'équipe, par exemple. Et ça passe par les coachs. Donc ça, c'est intéressant de voir que parfois, les personnes viennent chercher un intermédiaire pour le faire. J'ai un peu dévié de la question. Non, mais c'était intéressant. Et, non, et par contre, si pour aller au bout de ce que tu dis, je pense qu'il y a aussi du coup l'importance de toujours construire, s'aligner en fait. Qu'est-ce qu'on attend de chacun et est-ce qu'on attend du feedback, même sous quelle forme, parce qu'encore une fois, on portait notre propre jugement de valeur sur le feedback sandwich par exemple. C'est ok si la personne vous dit que c'est ce qu'elle veut aussi. Et effectivement, on a des cultures différentes, on a des manières d'être. On peut aussi parler, si on prend l'angle d'un feedback positif de manière très... comment on célèbre, on félicite quelqu'un. Ça aussi, c'est une question importante en fait. Il y a des personnes qui aiment être mises en avant. Et toi, ça va leur faire plaisir. Genre, ouais, voilà, t'es en all hands, il y a toute la boîte. Et grâce au super travail de machin sur le projet bidule et tout, maintenant, on le promeut lead ce qu'on veut, bidule chouette. Et c'est génial. Que t'as d'autres personnes, au contraire, c'est presque le pire truc qu'ils veulent avoir. Ils ont envie qu'on leur dise, qu'on les félicite en petit comité, en direct, surtout pas qu'on les expose, etc. Donc il y a aussi ça. C'est quoi la manière dont on veut recevoir le type de feedback et sous quelle forme. Et ça veut dire aussi que quand on donne du feedback, on peut demander du feedback sur la manière dont on l'a donné. Bien Là, sûr. j'étais un petit peu brut. Est-ce que ça te va ou est-ce que ça vous va si on le fait une équipe? Est-ce que vous préfériez que je prenne plus de recul ou au contraire, vous aimez ça, vous en redemandez, vous voulez que je vous rentre dedans, etc., etc., quoi. Ah oui, il y a plein Il de faut se formes parler, hein. de feedback, mais parce qu'il y a plein de formes de personnalité. Là, je vois dans les derniers commentaires, pour ma part, j'ai toujours cherché le feedback négatif. C'est super intéressant parce que c'est totalement relié aux besoins. Oui, oui, Voilà. c'est Donc, sûr. la boucle est bouclée, quoi. Pour moi, c'est quand même... voilà. Pour moi, c'est vraiment relié à nos besoins, nos intentions. Et c'est pour ça que quand je donne des formations typiquement sur le feedback, moi, je viens avec des cartes de sentiments, d'émotions et de besoins. Et ça peut paraître bizarre, parce que les gens ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous veut mais à mon sens, ça fait partie du sujet, en fait. À quoi ça répond chez moi quand je viens demander un feedback, quel est mon besoin derrière, quelle est ma posture à ce moment-là, etc. Et pareil quand je le donne. Ouais, Parce que par exemple, dire c'était génial, c'est pas un feedback typiquement, c'est un compliment. c'est pas une forme de feedback. Comment tu fais la différence entre les deux? Dans la définition, il me semble, hein, c'est comme ça que je le Ah vois ouais. en tout cas, du feedback, Tu il y a es le fait plus de pouvoir experte que moi. progresser. Donc, ça doit apporter de l'information. Dire c'était génial n'apporte aucune information à la personne, à part qu'en effet, la personne est satisfaite. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est parce qu'elle est Ouais, repartie, ok. je ne sais pas, avec un outil et que pour elle c'était important de pouvoir mettre en pratique. Est-ce que c'était le rythme? Est-ce que c'était... Voilà, on ne Ouais, sait ouais, pas. ouais. Donc, c'est un Enfin, compliment. c'est pas actionnable. Voilà. Donc, c'est Je un vois, je compliment. Et vois. comme dire c'est nul, c'est pas un feedback, c'est une critique. Et ce qui est marrant, c'est que dans les deux exemples que tu donnes, aussi bien celui plutôt positif que celui plutôt négatif, entre guillemets, si tu les calques tous les deux sur un perfection game, enfin voilà, c'était génial et tu pourrais faire encore mieux comme ça. On imagine en allant plus loin sur ce qui est déjà bien. Ou c'était nul et justement, voilà les choses sur lesquelles on pourrait travailler pour faire mieux. Oui, après, au lieu du c'était génial, moi je dirais plutôt ça m'a plu parce que ça m'a apporté, et toujours au jeu, parce que le feedback il vient du jeu.
Voilà. Ou je ne suis pas satisfaite parce que j'attendais tel et tel élément, je ne les ai pas retrouvés. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Mais au moins, on sait pourquoi. Et pour moi, Ouais. c'est ça le vrai feedback. Voilà pour. Tu veux rebondir J'ai sur plein d'autres de. messages sur les feedbacks ou tu voulais revenir sur le lien Bah, il qu'il y y avait une avait avec... question, oui. Ah ben, on va la retrouver. Zut, elle s'est Parce que là, je suis en enregistrée retard cette sur, fois. En retard sur quoi? sur les. N'hésitez pas à sur remettre mes si vous avez des trucs commentaires. importants et qu'on vous snob. Mais non, parce qu'il y en avait un effectivement sur le Le lien lien avec... entre l'imposteur et la procrastination, c'est Stéphane qui a posé la question à 13h24. Est-ce que tu peux préciser le lien entre l'imposteur et la procrastination? En quoi le syndrome de l'imposteur peut conduire à la procrastination? Yes. C'est un sujet intéressant parce que parfois on y pense moins et ça peut être assez ancré. En fait, on en a un petit peu parlé dans la vidéo, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément creusé. En fait, le lien avec la procrastination. Il y a deux mécanismes, deux grands mécanismes, et notre cerveau s'est créé plein d'autres petites choses, bien sûr. Je reste dans les grandes lignes. En fait, notre syndrome de l'imposteur, il vient nous dire qu'en gros, on n'est pas compétent ou qu'on n'est pas à la hauteur. Okay, du coup, quand on va arriver sur un sujet, soit justement, on va avoir ça en fond de cerveau, et voire même totalement inconsciemment. Et du coup, on ne va pas démarrer le sujet parce qu'en fait, on ne veut pas se confronter, entre guillemets, à la réalité. Est-ce que je vais être à la hauteur ou pas? Et ben, du coup, je ne le fais pas. Donc, en fait, c'est un mécanisme de défense de notre cerveau parce que le syndrome de l'imposteur met du stress. Et en fait, quand il y a du stress, notre cerveau a tendance à créer des mécanismes de défense. Donc, un mécanisme, ça va être d'attendre le dernier moment. Et je pense qu'on a été plein à le vivre, et notamment aussi pendant les études. Ça se retrouve souvent quand on est étudiant ou étudiante, d'attendre des choses au dernier moment, et parfois on ne sait pas pourquoi. Mais si on creusait vraiment, ça peut venir du fait qu'on n'est pas sûr qu'on soit capable d'y arriver. Du coup, on ne le fait pas. On ne s'y confronte pas. Et là, on va avoir deux manières de faire. Soit on ne s'y confronte pas jusqu'à la fin. Et du coup, on peut avoir une peur de la réussite qui est cachée derrière. Et donc, si on échoue, bah, on vient juste justifier nos croyances. On va dire, bah voilà, je suis pas à la biais hauteur, de la preuve. confirmation. Voilà, c'est ça, biais de confirmation. Et en plus, on peut aussi se dire, bah, de toute manière, j'ai pas fait ce qui. J'ai pas mis le mieux de moi, quoi. Donc il y a ça, et il y a un autre phénomène qui se crée, c'est d'attendre le dernier moment et d'un coup travailler à fond, donc vraiment faire un pic d'activité. Et là aussi, ça en fait partie. Et donc souvent, il y a quand même une réussite derrière. Donc si on réussit, on va pouvoir justifier en disant, bah ouais, mais j'ai passé la nuit dessus, ou d'un coup, voilà, j'ai bossé à fond et c'est pour ça, mais c'est pas du tout mes compétences. Et si on échoue, bah pareil, on va pouvoir se dire que de toute manière, on s'y est pris au dernier moment. Donc c'est très pratique pour notre cerveau pour justifier, donc ça le rassure. C'est vraiment un mécanisme de défense. Donc il y a beaucoup de procrastination qui en fait viennent de là plus qu'on peut le penser. Bon, on est d'accord qu'il y a aussi juste de la fainéantise et de la glandouille aussi. Tu donnes l'exemple quand on fait les études Ça ou de la peut, non-passion pour le sujet. Moi, je sais ça pas, peut j'essaie de aussi, me bien sûr, il peut projeter. y avoir plein de sujets, mais je suis pas sûre, voilà, que ce soit vraiment le fait d'être fainéant. Si c'est des sujets qui nous plaisent, Ouais, c'est plus ça nous passionne pas. Ça nous fait voilà. Si chier de ça le faire. passionne pas, bien sûr, là c'est encore d'autres sujets. Si on n'a pas envie, si c'est pas, voilà, si ça répond à aucun besoin derrière, oui, c'est pas, voilà. Mais quand c'est des sujets voilà, qui sont les nôtres et qui sont des sujets qui nous plaisent et où on ne va pas dessus alors que ça nous plaît, pour moi, ça peut être des pistes à aller chercher. Et en fait, en coaching, j'en vois souvent. C'est pour ça que je l'avais évoqué dans la vidéo. Hmm. Ou des personnes qui procrastinaient et en allant chercher, bah, en fait, soit c'était de la confiance en soi, enfin, c'était même souvent relié à de la confiance en soi, mais de la peur de la réussite. D'ailleurs, c'est l'exemple que j'avais donné, hein, la peur de la réussite, parce que du coup, si je montre que je réussis ça, bah, si j'ai une croyance qui est de toujours faire mieux, et ben, il faudra toujours que je me dépasse. Et est-ce que je peux? Est-ce que Oui. j'en suis capable? Est-ce que ça ne met pas la barre trop haute? Est-ce que je ne vais pas m'épuiser, etc. Donc, c'est vraiment de Et la protection. surtout qu'on le sait, enfin, dans la plupart des entreprises, ta récompense quand tu bosses bien, c'est qu'on t'en met plus sur le dos. Il y a aussi ça, voilà, il y a aussi des mécanismes en entreprise, hein, et du coup, là, on vient même sur le système du coup de fonctionnement, et ça peut arriver aussi. Mais voilà, il y a le discours intérieur. Tu vois, quand je dis, voilà, là d'ailleurs, Saturnino parle d'estime de soi qui peut être faible ou de peur d'échec, etc. Donc ça, c'est mon discours intérieur, et il y a aussi le discours, le fonctionnement de l'entreprise. Donc, en effet, plus je vais donner, plus on va me demander, et là, on tombe carrément dans des patterns de systémiques pour le coup.
Et du coup, alors, Stéphane demande, et comment est-ce qu'on en sort de cette procrastination? Alors là, je pars du principe que c'est une procrastination qui vient Oui, du syndrome de l'imposteur, du coup, parce que sinon, ça va pas être les mêmes solutions. forcément. Si on se rend compte, déjà, il faut creuser et se rendre compte si c'est bien ça qui est lié ou pas. Et donc, là, je pense que tout, voilà, même le petit outil ou l'auto-coaching, je pense que ça peut être des bons moyens, en tout cas, de se poser des questions pour voir ce qui se joue derrière. Et si en effet on voit qu'il y a un sujet là-dessus, ben, pour ma part, je traiterai du coup le sujet du syndrome de l'imposteur et de voir qu'est-ce qui me fait peur dedans et comment je peux mettre des. Je suis adepte, tu sais, de la théorie des petits pas. Donc, au lieu de se mettre un gros objectif, bah, je le découpe. Et au lieu d'essayer de grimper Oui, une montagne, bah, je fais une petite marche, puis une petite marche. Mais tout ça cumulé, bah, je suis en haut de l'escalier. Alors que si je voulais directement le faire, bah, en fait, je suis trop petite, je ne peux pas l'atteindre. Et en plus, ça vient encore renforcer le mécanisme où on va avoir encore moins confiance en soi parce qu'on se donne des objectifs, on n'y arrive pas. Donc, c'est encore pire. Donc, moi, j'irai vraiment sur des petits pas et de me dire, OK, quand j'ai un sujet, déjà, peut-être le décortiquer, se demander qu'est-ce qui peut me faire peur derrière, quels sont les risques et quels sont les succès qu'il peuvent y avoir derrière, se faire un petit peu une map. Et par rapport à ça, pouvoir mettre vraiment des petits pas pour se dire, OK, j'ai conscience de mon mécanisme. Je pense que la première étape, c'est prendre conscience. La deuxième, c'est se dire, qu'est-ce que je pourrais faire? Et la troisième, c'est de commencer à actionner. Et après, plus on actionne, plus notre cerveau, il prend des habitudes. oui. C'est ça qui est vraiment cool quand même avec notre cerveau, c'est qu'on peut reprogrammer un peu des choses. Moi, je dis reprogrammer, ça, je dis un mot fort, mais vous avez compris l'idée derrière. Et donc, ce petit pas est de faire des tests. De toute manière, on va y être confronté plein de fois. Et voilà, je teste, hop, comment ça s'est passé cette fois-ci? Est-ce que ce petit pas, il était bien? Et après, je peux en ajouter. Mais vouloir trop en demander d'un coup et se dire, allez, dans 3 mois, j'ai plus de syndrome de l'imposteur, par exemple, s'il est bien présent, c'est le meilleur moyen de prendre un mur et de encore moins y croire. Je le vois Oui, souvent, hein, des personnes vraiment qui se disent, voilà, qui vont se mettre des challenges énormes d'un coup et qui se mettent la pression et quand ils n'y arrivent pas, bah, ils se sentent encore plus nuls. C'est voilà, c'est dommage. c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu vois un autre message sur lequel tu voudrais rebondir? Parce que du coup, c'est un petit peu continué. Il y a aussi, oui, le fait de faire des activités plaisantes qui peuvent aider à démarrer. Saturnino qui a évoqué ça. Je En pense effet, c'est un bon que petit pas. et de se commenter une tâche maintenant à chaque possible. Oui, 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 c'est notre manière de, effectivement, de faciliter le petit pas. Mhm. Effectivement, oui, quand tu... Ah, là, je vois une question intéressante aussi à la suite sur comment procéder à gérer le syndrome d'imposteur d'un membre d'une équipe. Alors, je ne l'ai pas encore lu en entier. Ah donc, oui. dans ton équipe Scrum, il y a quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur. Comment est-ce qu'on peut faire pour que justement ça n'affecte pas le travail, la collaboration de l'équipe, etc. Globalement. Merci beaucoup pour la question parce que je pense qu'on détecte parfois chez des personnes ce genre de sujet et c'est très compliqué parce que c'est des sujets personnels et on ne peut pas le travailler à leur place déjà. On va pas changer leur croyance nous-mêmes quoi. C'est des sujets qui sont quand même personnels. Donc c'est pas facile. Je pense que l'environnement peut vraiment jouer parce qu'on peut créer des environnements de confiance aussi autour de ces personnes. Et après, ça dépend aussi le lien et encore une fois la culture de l'entreprise sur à quel point on peut aborder ces sujets-là et Mm. pouvoir peut-être poser les bonnes questions sans aller voir tout de suite la personne dit voilà, tu as un syndrome de l'imposteur, je suis sûre, c'est comme ça peut être. Ça peut marcher pour certaines personnes, je dis pas, mais c'est quand même très confrontant. Et si la Mhm. personne n'en avait pas du tout conscience, ça peut faire un petit choc aussi. Mais peut-être aller poser des questions ouvertes, d'aller chercher le ressenti. Comment tu te sens, comment à la fin d'un projet, tu vois, les niveaux de stress, des choses comme ça. Je pense que ça peut être un moyen de l'aborder et après voir si la personne, en effet, en a conscience et a envie de travailler dessus. À mon sens, on ne peut pas forcer les gens à travailler sur des sujets qui leur sont propres. Mais après, c'est ma posture, quoi, c'est mon choix. Je trouve que forcer des Oui, gens à travailler sur soi, c'est contre-productif. oui, puis c'est pas nos métiers, nos études, parce on arrive forcément sur des choses même médicales potentiellement. Oui, Donc ah oui, en plus, il peut avoir ces ça sujets-là. peut être même dangereux de s'imaginer ce jeu. Après, j'avoue que spontanément, à part dire et redire à la personne ce qu'on pense bien d'elle et de l'environnement autour,
pour essayer de la rassurer, quoi, qu'elle n'est pas un imposteur ou une impostrice. Je sais pas si on dit impostrice. Ça Je sais sonne pas. pas. Mais après, effectivement. Enfin, disons que je vais quand même faire le lien avec le fait que dans les équipes qui marchent vraiment bien, les personnes se connaissent. Ça veut pas dire qu'elles sont les meilleures potes du monde, hein, mais elles savent, entre guillemets, comment chaque personne fonctionne, leur caractère, et ce qui permet aussi à chacun, du coup, de s'ajuster. Quand je donne quelque chose à une personne, il faut que je la donne d'une certaine manière et de la même manière pour que moi, je... Enfin, toi, il y a cette dimension-là. Mm. Quand on est dans une vraie collaboration, bah, on a partagé comment chacun on fonctionne et il y a une forme d'ajustement mutuel. Je suis d'accord, mais il y a quand même un. Je pense que pour certaines personnes où c'est très présent, en effet, ça touche quand même à l'équipe. Et ce qui peut être intéressant, enfin, je pense en fait, en même temps, en répondant à la question, que je sais que parfois, avec certaines équipes, je leur fais faire modéliser en systémie leur fonctionnement d'équipe. Et ça peut être Mhm. intéressant pour cette Mhm. personne, par exemple, de le faire juste en duo et de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir pour l'équipe et pour elle-même. Et de voir que bah, ça pourrait être bénéfique pour tout le monde de travailler ce genre de sujet. Euh, Mhm. Typiquement, moi, en supervision de systémique, la dernière fois, on discutait sur le fait de l'adaptation, mais de se suradapter. Et en fait, la suradaptation, elle est néfaste pour nous parce qu'on passe voilà, de par nos besoins, mais aussi pour l'entreprise, donc pour l'équipe ou pour l'entreprise. Et on s'en rend pas compte parce qu'on pense bien faire. Et les personnes qui ont le syndrome de Mhm. l'imposteur, ce qu'elles veulent, c'est bien faire. Et en voulant bien faire, parfois, ça impacte l'équipe. Donc, avoir aussi une vision un peu plus voilà, dézoomée et de se rendre compte de ce que ça implique, ça peut aussi être un déclic. Potentiellement, hein, c'est une piste, je me dis. Ça peut être intéressant. Si je change un sujet, est-ce qu'il y a un lien avec le syndrome du super-héros entre syndrome de l'imposteur? Ah, On a intéressant. aussi tous cette tendance-là, hein, à se positionner en super-héros, à sauver le monde, à sauver l'équipe, à sauver l'entreprise, etc. Et généralement à porter des choses qu'on ne devrait pas porter. Moi, c'est la posture du sauveur. Là, on rentre carrément dans le Ouais, triangle dramatique. c'est vrai. Mais ça peut, pour moi, oui, ça peut être une manière de compenser. Ah oui, oui, Il y a beaucoup de effectivement. personnes qui compensent, en fait, qui sont peu sûres d'elles. Et du coup, pour compenser, eh ben, elles se mettent en posture de sauveuse ou de sauveur. Enfin, c'est ce que je mets derrière super-héros, hein, si je me trompe pas. C'est le fait C'est- de. Oui, oui, oui. Sachant que je pense qu'il y a en plus enfin, un paradoxe derrière. En tout cas, personne n'est content au final. Notamment, tu peux aussi avoir des personnes qui justement portent beaucoup de choses pour être aussi bien vues, tu vois, pour avoir cette fameuse promotion qu'ils n'ont jamais eue. Et on va quand même pas leur donner parce que finalement, déjà, la personne qui décide, elle a assez peu dans l'opérationnel. Donc elle ne se rend pas forcément bien compte du volume de travail qui a été fait et de l'impact que ça a. Elle va plutôt se baser sur des choses comme la perception de est-ce que j'ai l'impression que la personne a confiance en elle. Et du coup, finalement, combattre son manque de confiance en soi en faisant trop, c'est pas le truc qui fera qu'on aura la promotion en fait. Non, mais puis c'est magnifique. Enfin, là, je rebondis aussi par rapport à Saturne qui dit super-héros. Après, on tombe du côté harceleur. Bah, ça me fait penser à l'aide infligée aussi. Quand on est en posture Oui, super-héros, il y c'est a vrai. aussi des personnes qui ont bien aidé qui nous ont rien demandé et qui avaient peut-être pas besoin d'aide parce que se poser la question de Oui, c'est un problème pour qui? oui. Voilà, est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour les autres? Et justement, dans ce fait de vouloir se rassurer, parce que je pars de ce principe-là relié au syndrome de l'imposteur, je pense que c'est une bonne manière de se rassurer et de se mettre, voilà, et de se rendre, voilà, de se dire, ben, je suis utile, j'apporte de la valeur, etc., parce que je réponds à ces sujets-là. Et on peut vite aller dans ce triangle aussi, de passer de sauveur à, du coup, en effet, persécuteur. Ouais. Etc. Parce que je sauve quelqu'un, en fait, il m'avait rien demandé, et au final, enfin, je Oui. sais pas, il me dit pas merci, il me retourne pas, et bah, ça peut être mal vécu. Et du coup, là, on peut attaquer. Et derrière, après, on peut passer par les trois, hein. Après, on passe en mode victime. Ah, mais moi, j'ai tout fait pour l'équipe. Ils Oui. m'ont jamais reconnu. Enfin, voilà, ou Oui. ils sont pas bien avec moi. Et hop, on est passé en victime. Et ça, c'est magnifique quand on passe, quand on tourne comme ça dedans. Donc C'est c'est vite quoi les trois? un. Donc on a le harceleur, la victime et le sauveur. C'est ça. Ouais.
Persécuteur, on dit normalement, donc persécuteur, victime et sauveur. Et quand on tombe dedans, parfois on tourne et c'est assez difficile d'en sortir. Et je pense que tout le monde l'a déjà vu quelque part, hein. Mhm. On aura des Oui. exemples en tête en tout cas. Il y a une personne qui parle de ProcessCom. C'est un sujet que j'aime beaucoup, ProcessCom. Ah bon, t'aimes bien Processcom? Alors, je dirais Non, pas moi, ce je que j'en travaille pas pense. mal avec ProcessCom. Sur l'adaptation aussi liée à la personnalité empathique en ProcessCom. En deux mots, parce que Ah, je suis pas sûr pardon, que tout le monde Process. sache ce qu'est Processcom et du coup la notion de personnalité empathique. Oui. Alors, ProcessCom, c'est. Comment le dire j'aime pas dire. Enfin, c'est un. J'ai pas envie de dire que c'est un test de personnalité quand même. Parce que, à la base, ça vient quand même de l'analyse transactionnelle. Donc, c'est une simplification de l'analyse transactionnelle qui permet de voir des types de personnalités, sachant qu'on n'est pas un seul type. C'est-à-dire qu'en ProcessCom, en fait, je crois que c'est à peu près 800 configurations différentes qui existent. Donc, c'est pas 4 couleurs. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on a une jauge de chacun des types de personnalités. Mais en effet, on a des éléments de personnalité dans lesquels on se retrouve plus souvent. Et donc, il y a la personnalité qu'on appelle empathique, en effet, qui est d'ailleurs l'élément le plus représenté en France, il faut le savoir. Voilà. Et on a en fait des niveaux de stress qui sont reliés à chaque type de personnalité. Et en effet, la suradaptation vient dans un des niveaux de stress du profil empathique. Donc, un profil type empathique, parce qu'on n'est pas que le profil empathique, voilà, mais quand on est type empathique, en effet, quand on rentre dans des niveaux de stress, on peut aller vers de la suradaptation plus facilement que peut-être d'autres profils. Donc c'est vrai que les profils empathiques Mhm. sont peut-être plus susceptibles d'aller sur la suradaptation. Ok. Eh ben merci. Je crois qu'on a Euh, répondu à la question sur qu'est-ce qu'est le triangle dramatique. Et après, il y oui, a plein oui, d'éléments oui. sur Internet pour creuser dessus. Donc c'est les 3 Oui, éléments qu'on évoquait. c'est un classique entre guillemets, hein, le triangle dramatique. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça aide pas, mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses dessus. Mais il y a beaucoup de choses dessus. Et qui vient aussi de... Est-ce que ça vient de l'analyse transactionnelle aussi? J'ai un doute. Je crois, hein. Alors moi, là, tu m'en demandes trop. C'est toi qui sais, hein. Moi, non. J'ai un doute, mais il me semble que ça fait aussi partie de l'analyse transactionnelle. Bon, on va arriver Yes, on me bientôt à la confirme. fin. Il doit nous rester on va pouvoir faire encore un ou deux sujets. Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as envie de rebondir sur quelque chose? Je suis en train de rattraper un peu les commentaires. Alors, il y a des personnes qui parlent de disque. En fait, disque, c'est encore une simplification de ProcessCom. Donc, c'est une simplification de simplification. C'est quoi, disque? Alors, moi, je ne suis pas certifiée disque, mais il me semble que c'est justement aussi avec les couleurs derrière, parce qu'il y a comme colors et il y a disque. Souvent, on entend des personnes qui disent ah moi je suis rouge ou vert ou bleu. Donc c'est une simplification en fait de ProcessCom, mais je suis pas spécialiste. Je suis pas spécialiste dessus. ProcessCom, ce qui est intéressant, c'est que ça reste accessible en étant quand même très complet. Même si c'est déjà une simplification, ça a été créé à la base pour la NASA. Donc en fait, il y a 30 ans de R&D derrière. C'est pour ça que c'est très complet quand même. Ça reste quand même une approximation. C'est bien de le garder en tête. C'est sûr. Après, on a des vraies personnes derrière. Et ben, parce que, bien sûr, là, tu fais bien attention en disant oui, mais attention, on en a plusieurs et c'est des tendances, etc. On est bien d'accord que quand on a beau former les gens à ça, ils le comprennent pas comme ça et ils le détournent en mode juste t'as un thème et puis c'est tout chacun. J'essaie au maximum de l'expliciter. Après, dans ProcessCom, on a vraiment tout un immeuble, en fait. Il crée un immeuble, donc je pense que c'est... Enfin, voilà, je ne sais pas comment c'est représenté dans Disque. C'est déjà un petit peu mieux peut-être, mais c'est vrai que j'ai tellement entendu de fois « Ah bah moi je suis rouge, c'est pour ça que je fais ça » et du coup, ça permet de justifier des comportements ou de se dire telle personne, elle est comme ça, donc... Enfin voilà, elle est tel profil, donc c'est comme ça. Moi, c'est vrai que ça m'irrite un peu le poil à chaque fois. C'est dommage de se dire qu'une personne est juste dans une boîte, alors qu'il y en a des millions différentes. Voilà. Eh oui. Mais ça nous donne des axes. Les axes sont intéressants.
des axes de communication et avoir conscience des besoins types. C'est intéressant aussi parce que dans une équipe, et là, c'est là que je trouve que ProcessCom, ça peut être très fort, ça permet de détecter en fait des personnes qui rentrent sous stress, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Quand on arrive au dernier, on appelle ça le pattern d'échec. En général, c'est trop tard. Soit la personne va démissionner, soit elle va faire en sorte de se faire virer, soit elle a été éjectée par l'équipe. Donc c'est trop tard. Mais le niveau 1, il peut être perçu par l'équipe avant la personne elle-même. Le niveau 2, en général, on le perçoit soi-même. Mais le niveau 1, il est un peu dur à percevoir. Et quand on le perçoit dans l'équipe, quand on connaît bien les profils de l'équipe, ça peut être intéressant parce qu'on peut aider la personne à justement éviter de monter les échelons des niveaux de stress. Mm. Voilà. Écoute, je te propose de terminer avec un partage. Partage, peut-être question de Mathieu. Pourquoi est-ce qu'on a peur de décevoir son mentor? Et il nous donne l'exemple. J'anime des formations, ça me demande beaucoup d'énergie, à effet direct de mon syndrome de l'imposteur. Si mon mentor ou sensei y assiste, je perds tous mes moyens. C'est trop intéressant comme question. Merci déjà de l'avoir partagé. Pour moi, ça dépend ce qu'on projette sur la personne. Qu'est-ce que vous avez projeté sur votre mentor et aussi le rapport à... Alors pour certaines personnes, ça va être le rapport à l'autorité ou le rapport à la seniorité ou à l'expertise. Et suivant ce qu'on a projeté, en effet, on va avoir des liens particuliers et on veut ou on a besoin, là aussi, pour moi, je le relie au besoin, encore une fois, de montrer qu'on est compétent, de montrer qu'on fait bien les choses. On a besoin d'être reconnu. Enfin, c'est relié à la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est un besoin pour notre cerveau. Faut pas... Enfin, c'est vraiment un besoin fondamental, la reconnaissance. C'est très difficile de vivre sans. Il y a toujours des personnes qui vont dire « Ah, mais non, mais moi, j'ai pas besoin de reconnaissance. » Mais parce qu'ils ont peut-être besoin d'autres formes de reconnaissance. En effet, la reconnaissance, c'est pas que à l'extérieur de nous. C'est aussi à l'intérieur de nous. Mais c'est un besoin du cerveau. Voilà. Donc, suivant le besoin de reconnaissance, quand on a projeté sur notre mentor, c'est normal de vouloir correspondre à ce qu'il attend de nous. Et là j'ai presque envie de faire un lien avec l'analyse transactionnelle, avec la partie parents, enfants et adultes, mais je ne vais pas aller dans ce détail-là. Est-ce que tu saurais dire quand même en 3 mots ce que c'est l'analyse transactionnelle? Est-ce que tu l'as déjà cité tout à l'heure? Moi, j'ai aucune idée de ce que c'est l'analyse transactionnelle. Ah ouais, c'est... Ok. Sans expliquer ce que c'est, mais genre une définition de la boîte. Toi, quel est le label sur la boîte? Analyse transactionnelle. Ah, je m'attendais pas à la question parce que c'est tout un pan psychologique en plus. Mais en fait, l'analyse transactionnelle, elle permet de... Comment dire? De voir en fait la manière dont on interagit aussi à l'intérieur de nous. Et dedans, on a justement 3 grandes boîtes, mais elles vont encore... voilà. Mais on a le parent, l'adulte et l'enfant. Alors, on a notre partie enfant, qui est toute la partie créative, etc. La partie émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'on est un enfant. Et la partie adulte, en fait, dans la partie parent, on va avoir tout ce qui est parent normatif. Donc, celui qui nous donne toutes les normes, qui attend qu'on fasse bien, d'être à l'heure, etc. Toutes nos injonctions. Et on a notre parent nourricier. Donc, le parent nourricier, c'est celui qui prend dans les bras. C'est celui qui donne la reconnaissance. Et en fait, on a tout ça dans notre cerveau et l'analyse transactionnelle, elle permet de montrer comment se font ces interactions et comment on le fait avec les autres. Parce que quand je m'adresse à quelqu'un, je ne m'adresse pas toujours à son parent ou à son adulte. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les jeux psychologiques derrière. Typiquement, je peux peut-être donner rapidement un exemple. Quand vous voulez proposer des solutions à quelqu'un et que la personne, elle vous dit tout le temps oui, mais, oui, mais, oui, mais. En fait, vous adressez juste pas la même chose et c'est pas le besoin de la personne. Et parfois, on fait genre, on parle en adulte, mais en fait, on parle en parent et on est en train de donner un ordre et on s'adresse à l'enfant. Voilà. Bon, bref, ça crée plein de trucs. C'est assez complexe, mais c'est vachement intéressant. L'idée, c'est d'aligner tout ça. Et parfois, on n'est que dans notre adulte ou on n'est que dans notre enfant. Merci beaucoup, Alban. On va clôturer le live. Et c'était super sympa de t'avoir. Déjà d'avoir fait l'interview de lundi avec toi. Et puis là, du coup, d'avoir fait le live à nouveau avec toi. J'espère que tu as aimé aussi et qu'on te reverra à l'occasion sur un live ou sur une autre vidéo. Et je vais terminer en vous parlant de quoi on va parler la semaine prochaine. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait fait une vidéo réaction avec Constantin. On avait regardé une vidéo du début de Scrum Life.
et on a vu comment les choses avaient changé. Là, on va refaire un petit peu la même chose sur le sprint planning Scrum Life numéro 7. Mon équipe n'arrive pas à s'engager. Et comment est-ce qu'on perçoit les choses un petit peu différemment aujourd'hui? Comment outiller ça? Et ils ne dites pas, mais non, il faut qu'on en fasse une autre sur une vidéo du sprinkler. Ils nous ont toujours pas donné la vidéo. Faut qu'on monte le truc. Et ça sera aussi marrant finalement qu'on commente les échanges d'autres personnes plutôt que juste les nôtres. Et ben, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle vidéo. Et puis jeudi prochain pour un nouveau live. On reste sur les réseaux, sur tout ce qu'il faut. Gros bisous tout le monde. Merci beaucoup. Et vive le pangolin aussi. Voilà, ça c'était important.